Bien, ce que je vais faire dans ce cours, c'est vous parler des modèles, des types de modèles stochastiques qu'on utilise en épidémiologie mathématique. Donc, ce que je vais faire, c'est d'abord brièvement motiver l'utilisation de modèles stochastiques et ensuite vous donner quelques éléments euh, enfin, de type de modèle stochastique qu'on va utiliser. Euh, je précise, je ne vais pas parler dans ce cours des modèles type agent, etc., qui font l'objet de cours spécifiques. Là, je parle de modèles mathématiques de la stochasticité. Alors, pour commencer, je tiens à remercier Linda Allen, qui est quelqu'un qui a fait beaucoup de travaux en stochasticité dans les modèles épidémiques, euh, qui approche ce problème typiquement plutôt comme quelqu'un qui vient du modèle du monde déterministe, et ce qui rend son exposé très compréhensible pour nous qui venons du monde déterministe. Donc je recommande chaudement d'aller voir ses travaux, et je la remercie de m'avoir donné certains des transparents. Enfin, je n'utilise pas ces transparents à elle, mais disons que la façon dont elle enseigne ces processus stochastiques, c'est un peu l'inspiration pour moi de la façon dont je présente ces choses aussi. Donc, ce que je vais faire pour commencer, c'est vous parler de la stochasticité, pas de la même manière que je l'ai fait dans le cours sur les temps de résidence, d'une façon un peu différente, c'est-à-dire qu'ici, je vais motiver la stochasticité par le côté de l'épidémiologie elle-même. D'accord. Alors, pour faire cette motivation, je vais utiliser un modèle SIS sans démographie. Je vais prendre un modèle très très simple. Je vais supposer que la population totale, c'est ce P étoile, et qu'on a un nombre de reproductions élémentaires qui est donné par bêta sur gamma, donc bêta étant le taux le paramètre d'infectiosité, et gamma étant le temps, le paramètre de sortie du compartiment I. Et donc, j'ai ce nombre de reproductions élémentaires ici. Et ce que je veux mettre en avant, c'est que quand vous êtes dans le monde déterministe, en fait, R0 est la quantité qui détermine le comportement du système. D'accord. Donc là, j'ai un modèle endémique. Et dans ce modèle endémique, si R0 est plus petit que 1, la maladie va vers l'équilibre sans maladie. Tandis que s'il est plus grand que 1, on va vers un équilibre endémique. D'accord. Donc c'est le comportement qu'on a vu lorsqu'on étudiait le modèle SIS. Donc on sait qu'on a un comportement, cette dichotomie essentiellement entre l'extinction et l'endémicité selon la valeur de R0. Et dans les transparents qui vont suivre, ce que je vais vous montrer, c'est une population totale de 100 000 individus, un taux de guérison de 1/5, donc un temps de résidence moyen, pour revenir sur le cours sur les temps de résidence, un temps de résidence moyen de 5 jours, dans 5 unités de temps, mais les unités de temps sont les jours ici. Euh, et je prends des valeurs de R0 égales à 0,8, donc une valeur plus petite que 1 dans lequel je vais m'éteindre, et deux valeurs plus grandes que 1, donc qui font que la maladie va aller vers un équilibre endémique. Et je calcule, je ne règle, enfin, je règle la valeur de bêta simplement depuis la formule pour R0. D'accord. Donc j'impose ces autres paramètres, notamment R0, et je déduis bêta de ça. Alors, la situation dans le cas déterministe, c'est la suivante. J'ai trois possibilités, enfin, les trois valeurs de R0 que j'ai pris, vous voyez, elles donnent lieu à trois comportements différents. Le comportement en bleu, c'est un comportement où l'équilibre sans maladie est globalement asymptotiquement stable, on l'a vu, et donc je tends vers 0. Lorsque R0 est égal à 1,5, je tends vers une certaine valeur. Et lorsque R0 est un peu plus grand encore,
mon équilibre endémique est plus élevé. Donc, la valeur de R0 a euh, com- euh, com- euh, conduit complètement le processus. D'accord? Dans le monde stochastique, c'est pas vraiment vrai. D'accord? Donc là, je vous montre. Malheureusement, j'ai pas pris la même population totale. J'étais un peu idiot là. Je vous adapterai le code pour que les populations totales soient les mêmes. Mais ce qui est important ici, vous voyez que j'ai pris un R0 égal à 1,5, ce qui implique que dans le cadre déterministe, je vais avoir toutes mes solutions, enfin ma solution pour une condition initiale donnée, à part si je pars avec 0 infecté au début, eh bien je vais aller vers cet équilibre endémique qui ne dépend pas de la condition initiale et qui est quelque part ici, disons. Et là, vous voyez, ce que je vous montre, c'est un certain nombre de réalisations du processus stochastique équivalent, essentiellement, au modèle déterministe que je vais vous montrer. Alors, on observe deux choses sur ce graphique. Vous voyez que j'ai un ensemble de trajectoires ici. Je ne me rappelle plus combien j'ai fait de trajectoires, d'accord. Je pars d'une valeur de I de 0 égale à 2 ici sur ce graphique, d'accord. Je suppose qu'à l'origine, il y a deux individus infectieux. Tout le reste du monde est susceptible. Je pars de I0 égale 2 et vous voyez que là où on a des trajectoires, disons, un peu plus noires, c'est là où la plupart des trajectoires s'accumulent. Et vous voyez qu'effectivement, j'ai beaucoup de trajectoires qui vont vers ce qu'on pourrait, les termes sont un peu différents, mais c'est l'équivalent d'un équilibre endémique. D'accord? La plupart de ces trajectoires sont par ici. Mais ce qui est important, c'est ces trajectoires en bleu là aussi. Ces trajectoires en bleu, c'est des trajectoires qui sont éteintes. Donc lorsque le processus atteint la valeur 0, et il l'atteint exactement dans ce cas, où on verra la différence, lorsque le processus atteint un nombre d'infectés égal à 0, eh bien, il reste là. C'est ce qu'on appelle un état absorbant. Et là, vous avez un ensemble de trajectoires qui a fait ça. Donc là, on ne voit pas trop l'importance, mais il y en a pas mal, en fait, qui s'accumulent ici. Mais après, vous en avez qui, par exemple, subsistent un peu plus longtemps, mais qui, effectivement, au bout d'un moment, s'éteignent. Ça, c'est pour une valeur de R0 égale à 1,5. Donc ce que vous observez ici, c'est un comportement qui est complètement différent du comportement de l'équation différentielle ordinaire, dans le sens où, même avec une valeur de R0 plus grande que 1, vous avez des solutions qui s'éteignent. Chose que, si vous regardez ici, les seules solutions qui s'éteignent, c'est celles qui correspondent à une valeur de R0 plus petite que 1. Là, j'ai une valeur qui est celle-ci. Je suis en train d'utiliser 1,5, donc ça correspond à cette courbe ici. Et en fait, ce qui se passe, on reviendra sur ça plus tard, c'est que l'équation différentielle ordinaire, en fait, elle est plus ou moins la moyenne des trajectoires de l'ensemble de ces réalisations. Si je pouvais faire une infinité de réalisations, j'aurais une moyenne de l'état moyen du processus au fur et à mesure qui tendrait, qui serait, ouais, serait pas exactement égale parce que ce sont des processus non linéaires, mais elle serait relativement proche. Mais n'empêche que la moyenne est proche, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de solution qui s'éteigne. Et quand vous pensez à ce qui se passe dans un processus euh, d'introduction d'une épidémie quelque part, c'est quelque chose qui est très important. Parce que ce qui se passe typiquement, c'est pas parce que vous importez, vous avez un cas qui arrive chez vous, que vous allez nécessairement observer quelque chose qui est ici. Il est aussi tout à fait possible que les cas soient comme ça, même si les caractéristiques de la maladie, parce que rappelez-vous, le R0, c'est essentiellement les caractéristiques de la maladie, ça décrit la capacité de la maladie à se propager, même si les caractéristiques de la maladie sont telles qu'en moyenne, la maladie va avoir tendance à s'établir, eh bien, dans les faits, il y a des réalisations, donc il y a des cas où la maladie ne va pas s'établir. Et donc, pouvoir prendre en compte ce genre de phénomène, c'est important et c'est pour ça
que c'est important d'incorporer parfois de la stochasticité dans les modèles. Alors je précise, il faut vraiment toujours penser à ce pourquoi on utilise un modèle. Ce n'est pas forcément nécessaire de faire ça partout. Si vous êtes en train de vous placer dans un équilibre, enfin dans un semi-équilibre, ici quasi-équilibre, où l'endémie est très haute, vous n'allez pas d'un seul coup tomber. Et dans ce cas, les modèles déterministes marchent très bien. Mais si vous êtes en train de vous demander ce qui se passe au début de l'épidémie, ces modèles stochastiques vont être importants. Et je vous montre comment ça se passe un petit peu. Donc là, il faut que j'adapte ces figures, que je les fasse parler français. Ici, je prends I0 égale 2, donc je commence avec 2 infectés dans la population. Et ce que je regarde, c'est le pourcentage des réalisations qui sont bleues, essentiellement. D'accord? Donc si je reviens au graphique avant, le pourcentage des extinctions, c'est sur l'ensemble des trajectoires que j'ai, combien sont bleus. Donc combien de temps d'A0 dans la fenêtre de temps que je considère, ok? Parce que si je considérais une fenêtre de temps plus grande, il est possible que certaines réalisations s'éteindraient. Ok? Donc si je fais tendre le temps plus grand, j'aurai peut-être plus de bleu. Mais dans la fenêtre de temps que je considère, combien de ces réalisations, de toutes les réalisations que j'ai là, combien sont bleues par rapport au noir? Donc quand R0 est plus petit que 1, ben, la plupart des réalisations s'éteignent. La plupart, ok? Vous voyez que quand j'approche de R0 égale 1, ça je crois que c'est R0 égale 1, ça commence à descendre un petit peu. Là, c'est pas toujours entièrement 100, ok? Il y en a qui vont pas s'éteindre, mais c'est très rare. Mais quand R0 augmente, vous voyez que là, il reste un nombre non négligeable de réalisations qui s'éteignent. D'accord? Et ça, dans le cadre déterministe, ça n'a pas lieu. Okay, dans le cadre déterministe, quand R0 est plus grand que 1, ben, toutes les solutions s'éteignent. Ici, toutes les solutions deviennent endémiques. Ben, ici, vous voyez que quand même, par exemple, à 1,5, ben, j'ai à peu près 40% des solutions qui vont à l'extinction, donc qui sont des solutions bleues dans le graphique précédent, et malgré le fait que le modèle déterministe, lui, prévoit que toutes les solutions devraient aller vers l'équilibre endémique. Alors maintenant, en termes de systèmes stochastiques qu'on va regarder, ou pas forcément regarder, mais du type qui sont accessibles, la première grande classe de modèles stochastiques, c'est ce qu'on appelle les chaînes binomiales ou le modèle de Reed-Frost, qui date à peu près des années 20 et qui considère une infection qui est propagée d'individus infectieux vers d'autres individus. D'accord, je cherche. Voilà. Donc ce qui se passe, c'est qu'on a des susceptibles et des infectieux. Lorsqu'un contact a lieu entre un susceptible et un infectieux, il y a une certaine probabilité que le susceptible développe une infection. Le modèle de base est très très simple, il suppose que l'infection dure une période, c'est un modèle en temps discret qui regarde des périodes de temps, et donc il suppose que l'individu est infectieux pour une unité de temps, et il considère l'évolution de ce processus. Donc je mentionne celui-là en particulier parce que ça a été l'objet de beaucoup de travail dans le monde probabiliste. Donc il y a énormément ce qu'on appelle binomial chain models. Si vous cherchez ce terme, vous verrez beaucoup de travaux depuis beaucoup d'années. D'accord, c'est une classe de problèmes importante, les modèles de Reed-Frost. Une autre façon de modéliser les choses, je ne suis pas entièrement sûr des numéros ici. Bon, quand je posterai les diapos, je m'assurerai que c'est ça. Je pense que c'est ça, mais c'est pas sûr. C'est présenté en détail donc, dans ces cours. Ce sont les chaînes de Markov en temps discret. Et ces chaînes de Markov en temps discret, ce sont des chaînes qui ressemblent beaucoup à ce que vous obtiendrez si vous faisiez un système en temps discret déterministe. Donc c'est défini par une suite essentiellement.
Mais par contre, ça implique de la stochasticité explicite. Donc, dans le cours sur les temps de résidence, je vous rappelle que ce qu'on a vu, c'est que les modèles déterministes, euh, ils incluent de la stochasticité, mais ils le font de façon implicite. Ici, là, c'est de la stochasticité explicite, ça veut dire que l'évolution du système va dépendre du hasard à chaque instant. Mais il y a une propriété importante, c'est que le système n'a pas de mémoire. Donc il n'y a pas, on ne s'intéresse pas au passé. L'évolution future dépend simplement de l'état du système à l'heure actuelle. Je parlerai un petit peu de ces modèles. Ils n'ont pas énormément d'applications directes en épidémiologie, mais ils sous-tendent beaucoup des questions qu'on a. Donc c'est pour ça que je vais en parler un petit peu. Et je trouve qu'ils sont très importants aussi parce qu'ils sont analysables très facilement en utilisant des outils d'algèbre linéaire. Et comme certaines des personnes qui prennent ce cours sont euh, peut-être en train de faire des cours également, je trouve que c'est une façon de modéliser les choses qui se prête très très bien à des cours de modélisation de bas niveau. Donc c'est pour ça que je précise, enfin j'explique toujours ces méthodes parce que je pense qu'elles ont aussi des applications pour nous en tant qu'éducateurs pour expliquer comment faire les choses. Un autre type de chaîne, et celles-là sont très très importantes, ce sont les chaînes de Markov en temps continu. Donc, la raison pour laquelle elles sont très importantes, c'est qu'elles sont très très proches des équations différentielles ordinaires. Et en gros, et je vous montrerai comment faire, il est très très simple de convertir une, un système en équation différentielle ordinaire lorsqu'il s'agit d'un système en compartiment. C'est très facile de les convertir en une chaîne de Markov en temps continu et vice-versa. C'est-à-dire qu'un modèle compartimental en chaîne de Markov en temps continu est également très facile à convertir en équilibre ordinaire. Les solutions sont proches, bien sûr. Les chaînes de Markov en temps continu ont des solutions stochastiques, donc elles ne sont pas exactement les mêmes, mais il y a une similarité entre euh, qui les rend très utiles, par exemple, pour poursuivre un travail que vous auriez commencé en équation différentielle ordinaire si vous voulez aller un peu plus loin et incorporer de la stochasticité. C'est une façon très simple de le faire et une façon qui, n'empêche, vous donne accès à des outils spécifiques au processus stochastique. Un autre type de processus stochastique que je ne vais pas utiliser ici, c'est les processus de branchement qui ont des applications très spécifiques. Par exemple, ils sont très pratiques quand vous voulez vous intéresser à l'évolution d'un virus ou quelque chose comme ça, parce qu'un processus de branchement, c'est un processus dans lequel on suppose que les événements, disons, de reproduction sont des événements qui peuvent conduire à une différenciation des individus. C'est un cas particulier de chaîne de Markov en temps continu qui a, comme je disais, des applications. Et le dernier, c'est les équations différentielles stochastiques. Et là, je vais dire que bon, j'essaierai peut-être d'ajouter plus tard un cours sur les EDS dans le cadre de l'épidémiologie mathématique. Mais je dirais que pour moi, j'ai un certain biais, c'est-à-dire qu'une équation, une chaîne de Markov en temps continu, elle nous donne accès à des mesures qui sont assez importantes, comme le temps de premier passage, le temps avant l'extinction, etc., qui ne sont pas forcément accessibles sur des équations différentielles stochastiques. Pour moi, une équation, enfin, et je précise, euh, je n'ai pas vu, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, je n'ai pas vu jusqu'à présent vraiment de beaux modèles épidémiologiques où l'utilisation d'une équation différentielle stochastique aurait amené quelque chose de vraiment différent de la compréhension de l'équation différentielle ordinaire sous-jacente. C'est probable que ça existe, et si vous êtes en train de regarder cette vidéo et vous avez un exemple, euh, je, je l'accueillerai avec le plus grand plaisir, mais pour le moment, enfin, pour moi, ça paraît plutôt comme un mécanisme pour mettre un peu de bruit autour d'une solution, plus qu'autre chose.